Bonjour, bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de notre épisode sur Teen Movie, deuxième thème de la saison après le slasher. Pour en parler, je suis accompagné de l'équipe habituelle, donc Frigo bien évidemment, Salut. Pauline Salut. et Louis. Salut à tous. Alors déjà, je peux quand même vous inviter à écouter notre première partie si c'est pas déjà fait, dans laquelle on défriche un peu du coup le Teen Movie. Avec Pauline qui nous fait une belle présentation sur l'histoire du teen movie, les motifs qu'on retrouve dans ce genre, etc. Tout à fait. Il y a du débat, il y a des discussions, il y a pas mal de trucs. Donc on vous conseille d'aller le voir, d'aller l'écouter surtout, parce que le voir vous allez avoir du mal. Et puis écoutez, aujourd'hui on est sur la partie 2. La partie 2, ça sera celle dans laquelle on va présenter chacun, donc Pauline, Louis et moi, un film à Frigo, qu'il regardera et il nous dira son retour. La semaine prochaine dans la partie 2. Enfin la semaine prochaine, non, l'épisode prochain dans la partie 2. Mais avant ça, on va faire du coup le retour de l'épisode Slasher. Donc, un épisode qui est quand même un peu lié au teen movie, comme on l'avait dit dans la première partie. Et donc quel film on avait choisi dans cette première partie? Moi, j'avais choisi Le Voyeur de Michael Powell. C'est ça. Moi, j'ai choisi Les Griffes de la Nuit de Wes Craven. Et moi, Black Christmas de Bob Clark. Par quoi tu veux commencer, Frigo, nous faire ton petit retour? Écoute, j'ai un peu réfléchi en vrai, parce que je me suis dit comment je pourrais faire. Est-ce que je fais film par film comme avant, ou est-ce que je fais en mode catégorie pour les 3 films? Du coup, je sais pas trop exactement Film par encore. film, je pense c'est mieux. Hein? C'est plus audible, je pense, film par film. Je sais pas. Ouais. Du coup, je pense que je vais quand même faire film par film, parce que voilà. Comme tu le sens. Je vais le faire dans l'ordre chronologique de ce que j'ai vu, du coup. Ouais. Donc j'ai commencé par Black Christmas. Déjà une erreur. Ouais, je sais. Tu aurais dû commencer par Le Voyeur, Je sais, enchaîner mais avec écoute, Black c'est pas Christmas et regarder Freddy. Tu vas voir que c'est très drôle. Parce que du coup, Black Christmas, c'est un film plus récent que Le Voyeur. Oui. Et pourtant, le son de Black Christmas fonctionne pas. Comment ça? Il y a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que t'as des bruits qui sont pas là au bon endroit. T'as du son pas recalé à l'image. Je pense que tu n'as pas regardé une autre version. Je Non, m'éloigne. c'est sûr. Je l'ai regardé sur quoi? Sur Shadows, Sur je Shadows, crois. c'est C'est ça. vrai que ça peut pas non, être la bonne version. Ouais, non, c'est la bonne version. Donc non, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, donc sur les 10 premières secondes où la porte claque, c'est déjà pas calé à l'image. Bon, pas ouf. Après, bon, ça a son charme. Le film, en vrai, le film, je l'ai bien aimé. C'est un peu un 100+, on va dire, tu vois. Ouais. Parce que je l'avais déjà dit du coup dans l'épisode, mais c'est des films sur lesquels, mine de rien, je m'ennuie assez vite. Donc ce qui fait que bon, celui-là, il était bien, il était cool à regarder. En vrai, je trouve il est quand même bien construit. Il est hyper intéressant en vrai. C'est bien réalisé. Je trouve il est bien réalisé aussi. Et du coup, voilà, c'était un peu du sans plus que voilà le film que c'est, voilà. Ouais. Après, c'est cool quand même dans ce qui est abordé. T'as beaucoup le truc de, du coup, là, comment on dit, le témoignage des victimes qui est pas écouté souvent, du coup, avec la police. Ou, du coup, le rôle de la final girl où, au début, tu te demandes un peu qui c'est, parce que tu comprends pas trop qui c'est. Et après, bon, tu comprends assez vite, mais je trouve que ça met quand même un peu de temps. Mais du coup, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais dire sur le film? En fait, le son m'a vraiment tellement marqué et m'a un peu sorti du film que du coup, j'ai pas passé un super bon moment. Parce que genre, t'as un moment, et j'ai oublié d'en parler, mais on risque de spoil. Oui, oui. c'est les retours. Surtout que je fais un retour. T'as Mais raison. je préfère quand même Mais le oui, dire. oui, c'est vrai. Ce qui fait que t'as un moment où il fait son récital, en gros, pour savoir s'il rentre au conservatoire ou pas, là, le mec de la Final Girl. Ouais. Et quand il casse le piano, en fait, ou quand même il joue du piano, il y a rien qui va. Mais quand je dis il y a rien qui va, c'est que en fait le mec, tu le vois, il éclate le piano et genre les sons sont pas collés enfin bref, la scène ne marche pas. Quand il casse le piano, ça ne marche pas. C'est pas ouf au niveau du son. Et pourtant c'est marrant parce que 64, je crois. Black Christmas. Non, 74. 74, pardon. Et c'est quand même une période où le son il marche, quoi. Enfin, je veux dire, normalement, ça va, tu vois, genre c'est quand même bien rodé. Et là, il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est pas ouf. Coup dur. Mais du coup, voilà. Mais tout de même, je tiens
à donner un point très positif au film et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que la fin du film n'est pas une bonne fin. C'est pas un happy ending. Ah oui. Ah oui, Et ça, je trouve ça super. elle est trop bien à la Parce fin. que, au final, le mal est toujours là, tu vois. Mm. Alors, juste question que je me pose, il y en a eu un deuxième ou pas? Non. Il y a eu des remakes, par contre, mais Ok. il n'y a pas eu de suite. Et la scène de la chorale, du coup, pas aimé. Avec les petits gamins, là? La scène qui est doublée, en gros, t'as la chorale et dans le fond, il y a des meurtres, des trucs comme ça, non? Ouais, Mais il y a ouais. un meurtre en Ouais. même temps, ouais. C'est Ouais, ça. si, en soi... Les scènes les plus marquantes du film. Enfin, en tout cas, les plus. Ah ouais? Oui. Ah, pas pour moi, c'est marrant. Ah ouais, bah. J'ai plus été marqué par la scène dans le grenier. La première? Celle où t'as la... Comment on appelle ça? La surveillante de la sororité. Ah, la logeuse, ouais. Voilà, Ah. ouais. Qui monte et qui se fait empaler, bref, voilà. Mhm. Cette scène, elle m'a beaucoup plus marqué Ok. que le reste. Voilà. Mais toujours mieux que les films d'Halloween de l'année dernière. Oui, bah là, après, pour le coup, on est vraiment sur des classiques. Enfin, je me sentais plus dans un mood d'Halloween que l'année dernière, tu vois, pour le Ouais. coup. Ah, dans les films? Ouais. Ouais. Ce qui fait que j'ai quand même passé un meilleur moment, même si je vous déteste parce que c'est des films d'horreur et c'est chiant. C'est chiant de se faire peur, on va dire, mais c'est cool quand même. D'ailleurs, pardon, je fais une petite aparté, mais est-ce que vous avez regardé un petit film pour Halloween, vous? Ouais. Qu'est-ce que vous avez regardé? Ouais. Moi, j'ai regardé ça, parce que ma copine n'avait pas Tu l'avais vu. déjà vu? Oui, moi, je l'avais déjà vu, mais ma copine l'avait jamais vu. Lequel, celui de quelle année? Celui de 2017. Ok. La première partie, je n'ai pas encore vu la deuxième. Ah, j'ai jamais vu la deuxième aussi, mais la première, elle était cool. Ouais, c'était sympa. Ouais. Ouais. Moi, je suis allée à une soirée Halloween au Luxor à Paris, organisée par Marc Ollery, big up à lui. Il faisait un double programme, The Wicker Man ouais. et The Appointment. Et The Wicker Man, je l'avais déjà vu, donc j'y suis pas allée, mais je suis allée au deuxième, The Appointment. C'est un film anglais, hyper oublié, qui a été ressorti des cartons, là, il y a pas longtemps, par je ne sais quelle opération du Saint-Esprit. Et je sais qui l'a ressorti, c'est Ronald Chama des films du Camélia, mais je sais pas comment il est tombé dessus. Ouais. Et c'était une curiosité très curieuse. Voilà, Ah ouais. c'est vraiment c'est hyper spécial comme film. Il y a quelque chose de presque très drôle parce que c'est un peu kitsch. Et en même temps, il y avait une vibe un peu à la Twin Peaks, c'est assez Mais incroyable. ça fait Halloween, du coup? Pas tant que Si, il y a quand même des moments de tension, t'es pas ultra serein, quoi, à certains moments. Ok. Toi, Frigo, t'as regardé un film pour Halloween? Bah, moi, du coup, j'ai regardé vos Regardé les films trois. qui étaient la veille. Du coup, Ok. c'était- T'as regardé 3 le même jour? Ouais. Ah ouais, Ouais. t'es chaud. Ouais, bah ouais. Pas le Ok. choix. Et toi, Descartes? T'as- J'ai regardé un Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa. Ouais. T'as vu Kairo, que t'avais Mhm. grave kiffé. Ah, Et t'as j'ai- vu Rétribution, non? J'ai vu Rétribution. C'est trop bien. Franchement, il est trop fort. C'est dans le même style que Kairo. Ouais. Ok. Ouais, Ah bah, ouais, ok. C'est un peu la j'ai vu suite. 4 films de lui et tu reconnais vraiment sa vibe à chaque fois. Ok. Et pareil, c'est trop bien. Enfin, il faudra que je reparle un jour de Kurosawa ici, mais c'est trop bien. En vrai, je pense que tu kifferais. Ouais, je pense aussi. Je préfère quand même Kairo. Kairo, ça reste mon préféré de lui, de ceux que j'ai vus. Mais il est très très bien, quoi. Ok. Il est toujours trop fort pour arriver à faire peur sur des trucs où tu dis n'importe quelle autre personne le filme, c'est ridicule. Mhm. Mais lui, il le filme et c'est trop flippant. Ok. Donc, C'est marrant parce qu'en plus, j'y pensais pendant que je regardais les films et je me dis, c'est marrant parce que Kairo, il aurait trop pu rentrer dans ce thème, tu vois. c'est pas un slasher, Pas en mais- slasher, mais il aurait vraiment trop pu rentrer dans le thème Halloween, tu vois, je trouve. Ouais, ça Oui. fait peur, quoi. Ouais. Peut-être on fera un film qui fait peur Ouais, c'est l'année pas prochaine. cool. On fera juste vraiment le but sera vraiment de faire peur à Frigo. Oh non. Mais voilà, Rétribution, trop bien. Enfin, franchement, je vais continuer sa filmo petit à petit, mais c'est trop cool. Ok. Moi, c'est juste pour revenir sur le retour de Frigo sur Black Christmas, Mhm. et notamment au niveau du son. Comme on avait dit, Black Christmas, en vrai, c'est un des premiers slashers, et il y a une grosse influence du giallo dessus. Giallo qui a une influence du slasher de manière générale, mais là, on la ressent en particulier. Et on connaît la précision du son des Italiens, notamment dans les giallo, puisque t'en as vu deux, Oui. enfin un et demi, on va dire. Lequel Le Petri, c'est pas vraiment un giallo. Ah mais oui, c'est- ok. ça s'en rapproche un peu. Mhm.
Et je me demande s'il n'y a pas aussi un peu de ça en mode, en fait, il s'en balèque, tu vois, c'est pas sur ça qu'il se concentre. Et du coup, le truc du piano, bon, bah, le mec, ils lui ont dit, allez, vas-y, tape sur les touches et puis on verra en post-prod, tu vois. Enfin, je sais. Alors, ça, oui, c'est possible parce que je pense pas que tous les acteurs qu'ils ont et qui castent soient des pianistes. Ça doit pas courir les rues non plus. Mais il y a quand même des trucs où, disons que tu claques une petite porte, t'as l'impression que tu viens de claquer la porte d'une église, tu vois. Un peu chelou quand même. Bon, après voilà. Je voulais dire, parce que du coup j'ai pris des petites notes histoire de me souvenir un peu de ce que j'avais dit. Au niveau du son du tueur, du coup, parce qu'il y a quand même un habillage sonore répétitif pour dire que t'as le tueur qui arrive ou quoi. C'est comme pour Halloween, du coup, ça va être une respiration. Alors là, du coup, c'est pas une respiration dans un masque où c'est un peu étouffé, c'est vraiment un truc en mode... c'est un détraqué, quoi. C'est le mec que t'as au téléphone et tu l'entends respirer très bizarrement et voilà, quoi. Et ça, d'ailleurs, c'est dans tous les films que j'ai vus, du coup, que t'avais pas ce bruit-là. Même si la respiration est utilisée dans vos 3 films, au passage. Pas que ça. Niveau son, les appels téléphoniques, ça vaut quoi? Non, c'est cool. Non, pour le coup, ça marche vraiment très bien. Oui, il a réussi quelque chose. Non, ça marche très bien. Non. Il y a des trucs qui sont ratés en termes de synchro, image-son, mais c'est pas... et de choix à certains moments, mais c'est pas genre raté dans sa globalité, tu vois. Après, je pense que pour le coup, ils ont juste... bref, on s'en fout. On va pas parler technique du son. Mais je pense que pour le coup, c'est difficile de rater un effet comme celui-ci, tu vois. Ouais, ok. Donc voilà. Je pense pas avoir grand-chose de plus à dire sur Black Christmas. Du coup, je vais passer au Voyeur. Et du coup, c'est marrant parce que je trouve que le parallèle est très fort, parce que le Voyeur est du coup plus vieux. Quelle année? Ouais. 60, ouais. Ah oui, 14 ans. Et le son du Voyeur marche beaucoup mieux. Ouais, mais ça veut pas dire grand-chose. Enfin, si, mais... Et pourtant, le Voyeur, en plus, c'est un film anglais, de souvenirs. Ouais, oui. c'est ça. Et ce qui fait que Black Christmas est un film américain. Canadien. Ouais. Canadien. Ah, peut-être que ça joue alors. Parce qu'il me semble, j'ai pas fait mes recherches, je l'avoue. Mais je pensais que c'était un film de studio américain. Du coup, j'étais là en mode, quand même chaud, tu vois. Et du coup, du petit budget quand même. Ça se voit, mais peut-être que, comme on avait dit, les slashers, c'est des films à petit budget, tu vois. Donc peut-être que, bref. Et du coup, le Voyeur marche beaucoup mieux. Au niveau du son, alors cependant, j'arrive pas à être convaincu, même si du coup c'est un peu avant le slasher, que ce soit vraiment un slasher. Bah non, ça en est pas un du coup. C'est un plutôt slasher, on va dire. Mais pour moi, c'est vraiment plus limite je vais pas dire une biographie, mais vraiment un film sur un tueur en série. Plutôt que vraiment un slasher, tu vois. Ouais. C'est un peu ce qu'on disait dans nos parties. Ouais, mais du sur coup. le slasher, T'as vu quand même les trucs qui ressortent de ce film dans les 2 autres? Oui, bah oui, carrément. Voilà. Carrément. Mais je veux dire, je trouve que celui-là, même si du coup, voilà, ça n'est pas un, il se détache vraiment beaucoup plus de l'empreinte du slasher. Oui. Où, tu vois, même si dans les autres trucs, c'est des meurtres un peu prémédités avec des trucs bien réfléchis, je trouve là, t'as vraiment beaucoup plus l'aspect psychologique. Et c'est beaucoup plus axé, du coup, sur ce tueur, en gros, que du coup, les autres, c'est plus sur la survie, du coup, des personnages. Ouais. Après, le film, en vrai, je l'ai vraiment bien aimé. Il était vraiment, vraiment très cool. T'as des super bonnes idées, t'as du comique qui... Alors, on va dire, je trouve, est très anglais, genre, c'est pas vraiment drôle, mais la situation fait que ça devient drôle, tu vois, genre, je pense à la femme qui est dans la caisse, par exemple. Ouais. Et je vois le gars qui est en train de tirer la caisse, genre, c'est hyper cartoonesque et genre, c'est le truc d'humour qui peut marcher, tu vois. Ouais. Après, je trouve que le rythme, il est pas foufou. Genre, à un moment, c'est... tu vois très vite où ça va en venir. Enfin, même si la fin, tu t'y attends pas spécialement, tu vois, mais genre... T'as un moment où ça tourne un peu en rond, je trouve, et tu perds un peu le fil du film. Mais dans sa globalité, ça marche quand même vachement bien. Par rapport on va dire, au sous-texte du rapport à l'image, je trouve même si tu veux le voir, il reste très difficile à distinguer. Alors c'est vraiment moi. Et disons que je suis pas quelqu'un de très averti au sous-texte, on va dire. Mais je trouve que même quand tu le cherches, à des moments, c'est un peu complexe. Ok. Voilà. Même si tu comprends à la fin, du coup, avec du coup, la manière qu'il a de filmer la peur et de faire peur aux gens, etc. Tu vois, mais
Je trouve que c'est un truc que tu ressens pas tout le long du film, en gros. Oui, Ouais. non, après, c'est pas forcément le but, je pense. Mais, Ouais, mais je vois veux ce dire, que tu vu veux dire. qu'on en avait parlé, du coup, Oui, oui. voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je pense que j'ai pas non plus énormément de choses à dire là-dessus. Si, il y avait une question que je me posais, du coup. Est-ce que, du fait que ce soit anglais, du coup, parce que je trouve qu'il y avait un rôle dans le jeu d'acteur qui était très théâtral. Ouais. Est-ce que c'est du fait de l'époque? Ou est-ce que c'est plus genre un truc du cinéma anglais de cette époque? Alors, je connais pas assez le cinéma anglais pour dire ça, mais je pense que c'est un truc de Michael Powell, surtout, qui dans ses films a toujours une mise en scène, même assez théâtrale. T'as l'impression qu'il veut créer des scènes tragiques, genre même dans la délimitation de l'espace, etc. Donc je pense que c'est ça qui se ressent sur ces acteurs. Ok, d'accord. Parce que du coup, je me posais la question où t'as vraiment des moments où c'est, on va dire, de l'explosion de joie vraiment théâtrale, quoi, pour le coup. Ouais. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est. Genre, bah, c'est vu que c'était cette époque-là, les gens étaient encore entrés dans le théâtre, ou est-ce que c'était vraiment un truc du cinéma anglais, quoi, en gros? Je pense que ça doit être en vrai un peu des deux, plus le réalisateur en question qui a un héritage théâtral dans sa mise en scène. Ok. Moi, j'ai une question. Ouais. Si je me souviens bien, tu disais qu'il y avait la demi-bonnette dans le film, non? Non, c'est. C'est il y pas en dans a Non, une, c'est dans Black Les Griffes de la Christmas. Nuit. Ah Dans oui. les griffes de la nuit, qu'il y a la Mm. demi-bonnette? Tu veux que je Il y en a une réponde dans tout de Black suite à cette Christmas question? aussi, je crois. Et il y en a une dans Black Christmas aussi. Dans Black Christmas aussi? Bah Ouais. oui. Tu veux que je réponde tout de suite? Oui. Je l'ai pas vu. Et du coup, tu vois, c'est là que ça non, montre c'est à un quel point la truc, ouais. perception qu'on a. Enfin, par exemple, le son, tu vas voir plein de trucs que nous on va pas voir. Mm. Et la demi-bonnette, tu vas pas la voir alors que nous on va la voir, tu vois. Ouais, C'est ça parce que tu vois à quel point ça change le. Ouais, mais après, le truc, c'est que perception, tu vois. comment dire? J'ai pas encore l'œil assez affûté pour vraiment décortiquer une image. Ouais, mais c'est pareil avec les oreilles. Non, mais bah après, je suis plus éduqué à ça, c'est sûr, mais je veux Ouais. dire, même. Enfin, je pense que je regarde pas assez de films, en fait, pour vraiment te dire, ah, ok, là, il y a de la double bonnette, tu vois. Parce que je veux dire. Tu commences à regarder un peu quand même. Oui, mais je veux dire, je pense que j'ai Mais pas oui, oui, oui. assez vu de technique ou assez compris la technique pour l'avoir Ouais. à chaque fois, tu vois. En fait, à mon avis, c'est plus ça parce que, genre, c'est pas forcément d'avoir vu des films qui l'utilisent, mais c'est plus, genre, je pense, je te montre 3 plans fixes d'images de films qui l'utilisent. Après, tu la repères tranquille quand tu la vois. Je pense dans que le tu film, le quoi. vois, mais que sur le moment, t'as pas le. Oui, c'est juste Oui, que c'est le tu réflexe tiltes pas. de l'associer. Oui, Ouais, tu c'est tiltes ça. pas parce que tu t'es jamais posé sur une image en te disant ah ça c'est de la demi-bonnette genre. Ouais. Du coup, Non, là, peut-être, pour- on va dire très rapidement ce qu'est la demi-bonnette. C'est quelqu'un. C'est le double focus, non, du coup? Double focale, focale, ouais, ouais. c'est quand la focale est partagée en deux pour permettre d'avoir en gros du net à une profondeur de champ différente. Ouais, non, vraiment, je fais pas assez attention à ça. Ok, mais peut-être que Après, ouais, un jour, peut-être que c'est on moi. on Ouais. la verra et. Ouais. Je vais faire ça y est, Grand je jour. l'ai vu. Mais généralement, ce qui aide à distinguer, c'est que du coup, t'as du flou au milieu qui fait pas naturel, quoi. Ok. Ça m'a un peu perdu dans le film, mais Ouais. je Bah, pense t'as que vu- moi, justement. moi, j'ai juste une question pour peut-être te faire conclure. Ouais. C'est ma peur, c'était un peu. Enfin, je sais que t'es assez sensible aux personnages un peu ambivalents, ambigus comme ça, où tu vois justement quand on se prend un peu d'empathie pour des mecs qui en fait sont un peu des pourris. C'est quoi ton Et- film préféré? Scarface. Du coup, je voulais savoir si là, ça t'avait gêné ou pas le fait que le personnage. Je trouve on le prend pas en empathie pour le coup. Ouais. Enfin, vraiment, je trouve c'est totalement détaché. Enfin, il est même plus montré comme un monstre que, Oui. que quelqu'un de sympathique. Donc, non, ça m'a pas dérangé pour le coup. Ok. Mais je pense que ce qui me dérange, du coup, pour lancer le débat, Parce que t'as revu Scarface. ouais, c'est que vraiment, en fait, dans certains films où ça me dérange, c'est que c'est des gens qui sont montrés comme un peu gentils, où tu peux avoir pitié d'eux, tu vois. C'est un peu le cas dans Scarface. Non, je trouve pas. Vraiment, moi, je trouve dans Scarface, le mec il est détestable au possible, tu vois. Oui, mais bon, on va pas refaire le débat, mais je trouve que dans Scarface, il est pas plus détestable que dans All That Jazz. Pour moi, dans les deux, ils ont Mais je leur trouve part que- de trucs oui, où mais t'es en sauf mode que- ok, mais ils sont quand Sauf même que dans détestables. All That Jazz, Bah, on va pas refaire le débat, mais. non, mais je trouve que dans All Allez. That Jazz, tu vois, par exemple, à différence de Scarface, on lui montre beaucoup plus d'amour. Et on lui montre beaucoup plus d'empathie. Chose que dans Scarface, il doit se faire tout seul. Bon, bah, Et j'ai dans mal tous les choisi cas, mon tout teen seul, movie, moi. Ce n'est pas grave. Pourquoi? On va, tu verras. Ce sera sujet à d'autres débats.
Mais bref. Et du coup, par rapport au son du tueur, du coup, c'est le son de la caméra. Et sur certains, c'est le son du... Ouais, le clic, genre. Ouais, le petit truc qu'il enlève là pour la pointe du pied, du trépied de cam. Ouais. Du coup, voilà. Mais ce qui fait qu'il y a des moments, c'est un peu ambigu. Tu sais, il y a les moments de projection, il y a des moments où il y a la caméra, mais c'est pas forcément ça. Du coup, sur certains moments, ça perd un peu de son sens. Bon, après, vu que c'était pas un slasher, voilà. Mais du coup, à certains moments, c'est un peu flou, quoi, en gros. Okay. Et du coup, Les Griffes de la Nuit, que j'ai vraiment kiffé, pour le coup. Je trouve très bien, très drôle, très cartoonesque. Il marche vraiment super bien. Et les effets spéciaux marchent vraiment super bien, je trouve. J'ai été vraiment surpris. Au niveau du son, j'ai pas grand chose à dire. Surtout que l'ambiance marche vraiment de fou. C'est-à-dire que t'as beaucoup plus peur avant de voir Freddy, même par l'ambiance que ça crée. Ouais. Et par les espèces de nappes et l'espèce de thème qu'il a avec c'est une espèce de voix chuchotée un peu qui marche vraiment super bien, tu vois. Que vraiment, genre, de le voir et d'aller voir tuer des gens où je trouve que ça tombe pas vite à l'eau, mais c'est tellement un cartoon. Je trouve tu te détaches très vite du truc où. T'as eu peur de voir un des 3 films? Genre Freddy m'a fait un peu peur au début. Ah ouais? Parce qu'en fait, la tension, elle montait vraiment bien, tu vois. J'étais en train de me dire, ok, jusqu'à où ça va aller, tu vois, parce que genre, je me dis, là, tout fonctionne, donc peut-être que je vais avoir vraiment peur. En fait, quand il arrive à l'écran et que tu le vois courir... Tu l'as vu, la course-poursuite dont je parlais? Oui, t'es en mode... Non, mais vraiment... C'est pas crédible. C'est un clown, tu vois. Vraiment, c'est un clown. Ah oui, il aime jouer avec ses victimes. Mais du coup, c'est super cool, parce que je trouve ça... Je trouve, du coup, le propos du film où c'est un peu genre faire face à ses peurs et pas avoir peur de ses peurs, du coup, il marche beaucoup mieux, parce que ça te montre que dans certains moments, tu peux le tourner au ridicule, tu vois. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool. Petit point à part, mais c'est Johnny Depp qui a dans le film. Ouais, qui meurt. J'ai mis la fin du film pour me rendre compte que lui, vraiment. Sa mort qui est sanguinolente au possible. Ah, c'est. J'adore cette scène. Ouais, j'ai éclaté de rire. C'est juste n'importe quoi. C'est incroyable cette scène. C'est un volcan de sang. Ouais. Et c'est vraiment très drôle par contre. Ah ouais? Ouais, je trouve que c'est vraiment très drôle. Genre, en fait, ça sort de nulle part. Et je trouve ça vraiment super. Enfin, c'est hilarant, tu vois. Genre, c'est tellement trop que ça en devient marrant. C'est marrant, mais un peu inquiétant quand même, tu vois. Oui, après, oui, tu te dis, est-ce que c'est possible qu'il y ait autant de sang dans une personne? Tu vois, c'est un peu bizarre. Mais voilà. Le bruit de Freddy, du coup, qui est le bruit des griffes, qui est super bien. T'as aussi un truc qu'il n'y a pas dans les autres films, mais t'as la bande sonore des victimes, du coup. T'as une espèce de musique un peu action, on va dire, quand c'est les moments de fuite, qui est vraiment destinée à eux. Et qui, selon comment elle finit, du coup, c'est soit une mort, soit un prochain rêve, prochain cauchemar, du coup, qui va arriver. Du coup, qui est vraiment cool. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Pareil, je suis super content que le film, du coup, finisse mal. Ouais, la fin, elle est cool. Hein. Tu dis... en fait, le moment où ça finit, je me dis, putain, c'est quand même vachement paradisiaque pour une fin heureuse. Et du coup, la fin n'est pas heureuse. Puis la Freddy Car, la Freddy Mobile même peut-être. Freddy Mobile, ouais. Je trouve l'idée est super cool et c'est vraiment super cool. Je mettrais un petit point d'honneur par contre sur certains effets spéciaux où à la fin du coup il passe le bras à travers la porte pour entraîner la mère dans la maison. Ah oui, tu vois vraiment la transition où c'est un mannequin qui se fait embarquer dans la vitre. C'est là où j'avais dit que par moment ça a un peu vieilli. Quoi. Oui. Par moment il y a vraiment pareil quand il se fait brûler. Enfin, tu vois vraiment que c'est un autre acteur avec plein de trucs, genre le mec il est super épais, il arrive pas à courir. Enfin, je trouve tellement en mode c'est ridicule, tu vois. Mais sur la globalité des effets spéciaux, où l'espèce d'escalier chewing-gum, du coup Johnny Depp qui se fait happer dans le lit, même lui qui sort des murs. Ah oui, c'est très bien cette scène. Elle est belle en plus. Même franchement un truc où je me suis vraiment posé la question sur la première fille du coup qui se fait tuer, où elle est au plafond. En fait, je me disais mais comment ils ont fait? Genre vraiment, j'étais là en mode, mais comment ils ont fait? Parce qu'on dirait que du coup, c'est genre de l'image renversée, mais en même temps, t'as l'autre gars, tu vois. Bon, après, je connais pas assez les techniques de ciné à cette époque pour savoir comment ils ont fait, mais du coup, j'étais là en mode, la superposition, les deux, je sais peut-être. Ouais, peut-être. Et du coup, j'étais là en mode, en vrai, là, quand même, c'est bien poussé et ça a vraiment pas vieilli, je trouve, en fait. Ouais.
Ça, c'est des trucs qui marchent encore, qui paraissent pas en mode qu'il y a un fond vert par là, tu vois, genre pas du tout. Tu l'as préféré à Halloween? Je pense pour l'aspect un peu plus cartoon, Ouais. qui je trouve est beaucoup mieux, quoi, parce que c'est un truc qui me parle un peu plus, qu'il y a un peu plus d'humour, tu vois. Mais après, c'est pas les mêmes films quand même. Oui, mais c'est de slasher. Ouais, mais c'est pas vraiment les mêmes films, je trouve. Ouais. Il y a un autre truc aussi. Au niveau du bruit, il y a le bruit de la langue de Freddy. C'est un petit bruit de laser, genre ça fait piou, 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 piou. Ah oui, je peux faire. Ouais, et c'est un truc où des fois tu l'entends, parce qu'en fait c'est juste Hirode et tu le vois pas. Mais du coup, en fait, c'est sur certains plans en fait où c'est lui qui fait claquer sa langue et ça fait un bruit de laser en gros. Ok. Voilà. C'est à peu près tout pour mes retours qui sont pas du tout constructifs pour le Tu coup. voulais faire vite. Si, c'était Quand cool. tu parlais de. Si, c'était très bien, mais tu voulais faire au niveau des doublages en français. Exact. Dire Alors, là-dessus. bon, j'ai pas pris le temps, je l'avoue, et c'est en vrai, malheureusement, du coup, pendant mon visionnage, heureusement que tu me l'avais rappelé après que je l'ai vu, j'ai pu voir les films que en VO, ce qui fait que sur Shadows, il y a que la VO de Black Christmas. Sur Univers Ciné, t'as pas le choix non plus pour Le Voyeur. Ok. Et Les Griffes de la Nuit, voilà, c'était un peu compliqué. Ouais. Et du coup, je me suis renseigné quand même, et visiblement, ils redoublent tout. Ce qui fait que c'est ridicule. C'est ridicule. Disons que déjà, arriver à avoir quelqu'un qui fait un cri qui fonctionne, je pense que c'est quelque chose de dur. Du coup, de le redoubler, c'est catastrophique. Ouais. Surtout que sur cette époque-là, les films où il n'y a pas beaucoup de budget, du moins en France, le doublage, à des moments, c'est une atrocité sans nom. Donc, ça doit vraiment, pour certains trucs que j'ai vus, vraiment pas ouf. T'as vraiment un cri où t'entends « Ah !» Alors que la meuf, elle est en train de crier de ouf, tu vois. Je fais « Bon, ouais, ça marche pas de ouf, quoi. » Ouais. Et surtout que l'autre problème, c'est que, par exemple, Black Christmas, le son marche pas de ouf. Ce qui fait que si ça a été refait, du coup, ils ont tout refait de A à Z, parce que c'était un truc qu'ils faisaient tout le temps avant. Ça veut dire que les bruitages sont peut-être pires en VF. Ou peut-être rattrapé. Je pense pas. Ok. Et du coup, voilà. Il refaisait aussi les bruitages. Ouais, c'est un truc, je sais pas pourquoi. Chose que maintenant, ça se fait encore un peu, je crois. Mais en fait, en général, en gros, quand t'as les films, les voix, normalement, sont indépendantes du sound design. Et là, pour le coup, en France, on refait tout, en fait. Et je sais pas pourquoi. T'as vraiment beaucoup de films, en fait, où, par exemple, les bruits de voiture, ils sont refaits, tu vois. Ok. Alors que ça a été déjà de base, c'était très bien de base, mais c'est refait. J'avais pu prendre l'exemple sur un des films que j'avais regardé du coup sur la saison dernière. Par contre, j'ai plus le nom du film où il y avait en fait il y avait des scènes en voiture. Pas le film de Pauline. Non, honnêtement, je me souviens plus. Pourquoi un film de Parce qu'il y a celui avec le klaxon, ils sont toujours en voiture. Non, là pour le coup, c'était un film rien à voir avec ça. C'était vraiment genre il y avait une scène en voiture et en fait sans faire exprès, j'avais basculé la VF. La voiture, elle a pas le même bruit en français, tu vois. En fait, c'est trop bizarre. C'est d'une débilité sans nom, tu vois. Parce que, Ils ont demandé à une Renault là de. Du coup, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas si c'est pareil de partout. Mais je sais qu'en France, au niveau du doublage, surtout à ces époques-là, il y avait des moments où c'était un peu atroce parce qu'ils ont vraiment ils avaient la fâcheuse tendance de tout refaire au budget qu'ils avaient. Et des fois, c'était pas glorieux, quoi. Ok. Donc voilà. Conclu par la note de découverte pour le slasher. C'est un 3, hein, honnêtement. C'était sur 5 les notes de découverte? Ouais. Oui. Ah, C'est un 3 sur 5 pour le coup. Enfin, c'est pas étonné, pas déçu, quoi. Ah ouais. Ah non, c'était sur 10 en fait. Sur 10, hein? Ouais. Ah, Ouais, si. ça fait Bah, 6. c'est un 5. Alors, Ah oui, Fois oui, deux. pardon. 3 fois 2, ouais. ça fait 6. Oui, c'est vrai. Je veux pas. Voilà, non, mais c'est vrai, mais je suis trop bête. Je voulais dire 2,5, du coup, 5. Enfin, c'est vraiment sans plus, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais tu vois, du coup, les films sont mieux notés que la découverte. Ouais, parce que Mais je comprends. les films sont bons. Mais c'est juste que le genre, t'as thème, pas- c'est pas. Ouais, c'est un thème déjà que tu connais, même sans voir un slasher, c'est Ouais, un c'est thème ça. que tu connais, quoi. Même en dehors du fait que ce soit un thème que je connais, c'est pas un Pas thème intérêt, quoi. qui a tendance à me parler, quoi. Ouais. Peut-être Voilà. que le teen movie te parlera plus. Qui sait? Ok. On va Bah. passer Eh ben, on d'ailleurs. passe Au premier round? Non, on va peut-être dire les films qu'on a choisis. Peut-être, juste c'est avant. vrai. C'est Oui. pas faux. Pauline, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors j'ai choisi Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky.
Et Louis, tu vas nous présenter quoi? Moi, je vais présenter La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes. Et moi, du coup, j'ai choisi Paranoid Park de Gus Van Sant. Et Et puis, on peut partir pour le premier round. Ouais. Premier round. Du plot, de l'intrigue, de l'histoire, de fiches techniques. En gros, on va juste présenter dans les grandes lignes le film, histoire d'avoir une petite base avant le deuxième round dans lequel on en parlera plus en détail. Yes. Comme d'habitude, c'est Pauline qui commence. Donc, comme j'ai dit, j'ai pris Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. C'est un film américain qui est sorti en 2012, qui dure 1h45. C'est une adaptation d'un livre de Stephen Chbosky. En fait, il a adapté son propre livre en film, parce que c'est un livre assez autobiographique. Je pense qu'il avait à cœur de l'adapter lui-même pour pas que n'importe quoi en soit fait. Au niveau des acteurs, on va dire, il y a le trio principal d'acteurs des jeunes, c'est Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller. Et après, je voulais citer Paul Rudd parce que voilà, c'est Paul Rudd quoi, qui a un petit rôle de professeur gentil. Le titre en VO du livre et du film, c'est The Perks of Being a Wallflower, qui avait été traduit à la base pour la traduction du livre comme par accord, parce qu'en fait, Wallflower, c'est genre la tapisserie, et du coup, ça voulait dire en gros les problèmes d'être une tapisserie, quoi, genre d'être. Voilà. Ok. Et du coup, c'était un titre un peu plus parlant, on va dire, sur l'histoire par rapport à Le Monde de Charlie, qui est un titre très générique. Bon, bah voilà, le personnage principal, il s'appelle Charlie, Ouais. c'est Le Monde de Charlie, quoi. Tu dis les problèmes, mais vraiment perks, ça veut dire avantage, justement. Oui, pardon. Oui. Du coup, c'est pour. En parce fait, que, du j'arrivais coup, ils pas à reprennent trouver le mot, et du coup, oui. Ouais, c'est. En fait, c'est en gros ce que tu peux tirer d'être. Oui, voilà. Une tapisserie. D'être Le un peu même du mec passe-partout, qui reste quoi. dans l'angle. Oui, et puis du coup, ouais, voilà, dans c'est la ça. fête, là, je sais pas si D'être vous un voyez, peu mais- en fond, quoi. Oui. Et mais qui du coup en fait n'a été bien traduit à aucun moment, parce que le premier, c'est pour ça que ça m'a Mhm. mélangé. La première traduction c'était par accord, alors que là bah du coup un peu rien à voir. Et ensuite bon bah Le Monde de Charlie, titre très générique. Et du coup c'est l'histoire de Charlie qui arrive dans un nouveau lycée, qui n'a pas trop d'amis, etc. C'est vraiment assez classique, la trame, on va dire, et qui va se faire ami avec un groupe, et notamment Sam, qui est joué par Emma Watson, et Patrick, qui est l'ami homosexuel. Hein. Il est un peu caractérisé comme ça, on va dire, même si ça a plus de sens que ça. Et on va voir comment il va découvrir la vie un petit peu, parce qu'il a jamais eu trop d'amis, il est jamais allé en soirée, etc. Et donc là, il va faire ses premières soirées avec de l'alcool. Ses premiers moments où il va rentrer tard et ses parents ils s'inquiètent. Et puis donc à côté de ça, son parcours scolaire aussi. Voilà, c'est pour raconter juste la trame, on est sur quelque chose de très classique. Ok. Et c'est dispo Ah oui. à la location, un peu à plein d'endroits différents. Et je crois que j'ai dit la durée, mais je le redis au cas où, ça fait 1h45. Mhm. Et je crois que c'est tout. Accessibilité sur 10, même si je pense que c'est un 10. Oui, 10. Ok. Tu m'as dit juste, c'était quoi comme réalisation? C'est-à-dire Ça, c'est un film qui vient d'où? Ah, des États-Unis. Bah, écoute, j'ai pas spécialement plus de questions pour le coup. Bon, on va passer au film de Louis. Alors moi j'ai choisi La folle journée de Ferris Bueller, réalisé par John Hughes en 1986. Mhm. Alors c'est avec Matthew Broderick qui joue Ferris Bueller, Alan Ruck qui joue son ami Cameron Fry, Mia Sara qui joue la petite amie de Ferris Bueller, Jeffrey Jones qui joue le principal du lycée et Jennifer Grey qui joue la sœur de Ferris. Voilà un peu pour les acteurs principaux. C'est un film qui dure 1h45, 1h50 dans mes souvenirs, américain aussi. Ok. Et c'est l'histoire de Ferris Bueller. On est à la fin du lycée. Je crois que c'est le dernier jour du lycée dans mes souvenirs. Et Ferris décide de sécher les cours et de
partir en ville avec son meilleur ami, Cameron, et sa petite amie, Sloane. Et en parallèle, il y a le proviseur qui cherche à coincer Ferris pour ses mensonges, parce qu'il ment, en fait, il se fait passer pour malade pour sécher les cours. Et il y a en parallèle, on voit le proviseur essayer d'enquêter un petit peu sur les mensonges de Ferris pour le coincer enfin, parce que ça fait des années que Ferris Bueller fait un peu des mensonges comme ça, un peu le con et tout. Ok. Donc voilà un peu pour le pitch. Il est disponible sur Univers Ciné. Ouais. Et puis voilà. Ok. 10 sur 10 en accessibilité. Ah ouais, accessibilité 11 sur 10. Ah ouais, 11 sur 10 carrément. Ah ouais, on est sur la meilleure accessibilité possible, je pense, pour un film. Juste, tu m'as dit, il datait de quand? 1986. Ok. C'est un film culte aux États-Unis, même culte en France. Si culte qui représente. Enfin, il est rentré au National Film Registry pour être rentré à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, quand même. Donc, pour te dire l'importance dans la culture cinématographique américaine que le film a, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, j'ai pas plus de questions en soi. Non, j'en parlerai plus en détail après. À toi, Deka. Alors, donc moi, du coup, je vais vous parler, alors un petit instant, de Paranoid Park de Gus Van Sant. Ok. Alors, c'est son 12e long métrage qui a été tourné à Portland. Portland, si je dis pas de bêtises, c'est dans l'Oregon. Oregon, ouais. Et donc, ça va tout de suite renvoyer à Kelly Reichardt, qui tourne beaucoup de films dans l'Oregon. Mais le parallèle est pas que là. Il y a beaucoup de parallèles entre Kelly Reichardt et Gus Van Sant. Donc, donc, ils sont potes en plus, non? Ouais, ils sont très potes. Et du coup, lui, en fait, bon, petit aparté, mais lui, il est né, je crois. Je sais plus où il est né, mais après, il est allé à New York. Après, il est allé à Hollywood. Et après, du coup, il est allé à Portland. Et il vit à Portland maintenant. C'est vraiment sa ville d'adoption. Et donc, il a tourné un film dans l'Oregon. Et Kelly Reichardt a tourné quasiment la totalité de ses films dans l'Oregon. Donc, ils ont aussi cette truc géographique, mais du coup, ils sont potes. Et dans leur cinéma, il y a quand même énormément de trucs qui se rapprochent. Enfin, c'est tous les deux cinéastes du cinéma indépendant américain. Donc, il y a beaucoup de liens entre les deux. Mais du coup, vu que tu as déjà vu un Kelly Reichardt... Rappelle-moi lequel, s'il te plaît. Pardon, j'ai un trou de mémoire. Au western, c'était... Oui, Mix Cutoff, pardon, j'avais plus le nom en tête. Ok. Voilà. Donc il y a des passerelles entre les deux. Enfin, c'est des cinémas qui sont assez proches. D'accord. Donc du coup, 12e long métrage qui a été tourné à Portland. Et du coup, alors ça, je l'avais dit dans la première partie, que j'avais parlé un petit peu de Gus Van Sant, mais du coup, c'est après sa trilogie tirée de faits réels. Donc du coup, Jerry, Elephant et Last Day, qui sont 3 films, du coup basés sur des faits réels, dont Elephant, qui est aussi un teen movie qui est basé sur la fusillade à Columbine. Et donc là, il revient à la fiction. Il adapte un roman de Blake Nelson. Alors, bon, j'ai pas lu le roman, je connais pas, et au pire, c'est pas très grave. Mais ce que je sais, du coup, ce que je peux te dire, c'est que il a été très très proche du roman, quitte à certains moments à rejouer vraiment des dialogues écrits dans le roman. Par contre, il a fait des changements radicaux, mais on en reparlera dans la deuxième partie. Et donc, pour l'occasion, alors les acteurs que je ne connais pas, parce qu'en fait, ce que fait souvent Gus Van Sant, c'est prendre des acteurs non professionnels. Et là, du coup, pour les adolescents, il est allé sur MySpace et il a pris des adolescents qu'il a trouvés sur MySpace. Waouh. Donc, il a fait comme ça son recrutement. Donc, c'est Gabe Nevins qui joue du coup le personnage principal. Ça devait être hyper bizarre à dire à ses parents, genre maman, il y a un monsieur qui m'a contacté sur MySpace. Ouais, de ouf. J'allais tourner dans son film. Grave. Et donc voilà, le film fait... Alors après, je vais parler évidemment de quoi il parle. Hein. Le film fait 85 minutes, comme ça on aura fait tous les trucs techniques. C'est du noir et blanc. Par contre, il y a beaucoup de... Du noir et blanc, pardon, c'est pas du noir et blanc, je veux dire c'est de la couleur. Ah. Mais il a beaucoup de prises de vue différentes. Tu retrouves du 35 mm, mais tu as aussi du Super 8, ou même des images de journal télévisé. Mais ça, on en parlera encore, parce qu'il y a beaucoup de trucs sympas à dire avec ça. Donc l'histoire, c'est quoi ? Attends, je te coupe vite fait. Du coup, ça veut dire que le format de l'image, oui. il bouge. Le format de l'image bouge. Ok. Et pas que. Plein de trucs bougent. Mais on en parlera dans la deuxième partie. Ok. Alors par contre, le deuxième round. Ouais. Alors par contre, je suis un peu bête, mais j'ai un petit trou de mémoire sur le nom du personnage principal dans le truc.
Donc 2 petites secondes qu'il faut que Ça, je m'en souviens je plus. revoie ça. l'ai, Ouais, trop moi, longtemps. pourtant je l'ai revu hier, mais j'ai oublié comment il s'appelait. Alex, voilà. Donc Alex, c'est un jeune adolescent, du coup, qui vit, alors j'imagine que c'est dans l'Oregon, mais voilà, et qui est en train de vivre le divorce de ses parents, et il va se rendre dans le Paranoid Park, qui est un skatepark fictif, donc qui n'existe pas, dans lequel il va un peu passer son temps avec un pote à lui. Et un jour, il va rencontrer quelqu'un dans ce Paranoid Park, donc dans le skatepark, et ils vont faire ce que, à l'époque, j'imagine beaucoup de gens faisaient, c'est s'accrocher à un train quand ils roulent. Parce que, en gros, tu as des trains de marchandises qui passent à côté du Paranoid Park, et ils s'accrochent au train, et oh là là, tu prends le vent, t'es content. Voilà. Et donc, il va se passer quelque chose à ce moment-là. En fait, je sais pas si c'est vraiment du spoil ou pas, parce que c'est vraiment la base du récit, mais c'est amené. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit du spoil, mais je vais pas dire. J'en parlerai plutôt dans la deuxième partie, mais là, en tout cas, je sais pas ce qui se passe. Et donc, en gros, voilà, on suit un peu ce personnage, ses conflits internes. Voilà un peu tout ça. Voilà ce qu'est le film. C'est très bien résumé, du coup. Sur l'histoire, c'est dur. En vrai, c'est dur. Ouais, c'est dur de le résumer. Non, mais je me doute. Mais du coup, après, ça je veux dépend dire, si on considère que c'est du spoil ou pas. Donc, au moins dans la première partie, je le dis pas. Dans la deuxième, je préviens, je dirai ce qui se passe et sur quoi vraiment est centré le film. Le film a été sélectionné à Cannes et il a reçu le prix du 60e anniversaire. Donc, voilà. Petite trivia, mais tu m'as dit qu'il était dispo où ? je te l'ai pas dit. Il est dispo sur Universiné. Et niveau accessibilité ? C'est le moins accessible des trois. C'est le moins Ouais, accessible. C'est sûr et certain. Ça va être un 8. Non. Non. Un 7, un 8. Ah, j'aurais dit 7. 7, max, 6, moi. Ouais. Ah ouais, si peu. Ouais. Il est quand même enfin, très oui. particulier Le dans rythme est le hyper bizarre rythme. Un 7 alors. Ouais, un Un 7. Ouais, 7. Ok. Ouais, 7. Ouais, 7. Ok. Ça me va. Bah écoute, on passe au deuxième round. Bah écoute, Bah, on a fait le J'ai tour. pas Let's plus go. de questions. Donc du coup, deuxième round, le round dans lequel on va un peu plus prendre notre temps pour discuter des films, les vendre un peu mieux, parler de ce qu'on a envie de discuter. Donc Pauline, tu commences ? Yes, alors du coup, Le Monde de Charlie, comme j'ai expliqué dans la première partie sur les teen movies, je l'ai choisi parce que c'est vraiment un film qui a marqué mon adolescence. Du coup, c'est un peu mon teen movie à moi, tu vois. Parce que je l'ai découvert quand j'étais au lycée et en fait, il m'a tellement marqué sur le coup que je l'ai regardé 3 fois dans la même semaine. Oui, quand même. Voilà. Quand j'ai raconté vite fait l'histoire dans le premier round, comme j'ai dit, ça peut paraître très cliché dit comme ça, donc vraiment genre le mec, le lycée, la meuf, le pote gay, voilà. Mais le film est quand même beaucoup plus complexe et subtil que ça, je trouve. Donc déjà, ce que j'ai pas dit au début, c'est que j'ai vérifié là, il arrive en fait en seconde, donc c'est le début du lycée. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que on apprend très rapidement que son meilleur pote s'est suicidé pendant l'été. Et du coup, vraiment, le mec, il arrive au lycée dans les pires dispositions possibles. Il connaît personne, son meilleur pote vient de se suicider. On comprend très rapidement qu'il a aussi un peu des traumas perso. Donc, ça part d'un personnage qui est un peu torturé. Et en fait, il écrit beaucoup. Il écrit des lettres à son ami mort. Enfin, bon, voilà. Tout le monde lui dit que c'est très bizarre, mais lui, il adore écrire. Et comme j'ai dit, c'est autobiographique en grande partie. Donc le mec a écrit un livre, donc c'est pas anodin. Ouais. Et le seul gars qui va un peu croire en lui et dire que c'est pas bizarre de faire ça, c'est son prof qui est du coup joué par Paul Rudd, qui va l'encourager dans l'écriture et lui dire qu'il a un vrai talent, etc. Tu vois qui c'est Paul Rudd ? C'est Ant-Man. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Oui. Je me disais, on le cite, mais peut-être que tu voyais pas qui c'était. Ouais. C'est un acteur très sympathique, genre qui dégage quelque chose de très sympathique. Tu vois, il a pas fait que des trucs excellents dans sa vie, mais Il a fait Ant-Man du coup. voilà. Il a fait Ant-Man. Ouais, vraiment pas excellent. Et du coup, ce que j'aime, c'est que tous les personnages, malgré leur fonction un peu cliché, représentent vraiment quelque chose et ont beaucoup de profondeur. Et par exemple, donc j'ai volontairement limité Patrick au meilleur pote gay dans la première partie. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le film il est ancré au début des années 90 et qu'à l'époque, être ouvertement homosexuel, c'est pas non plus encore la folie.
C'est complexe. Déjà même. qu'aujourd'hui, Voilà. c'est pas la folie. Alors. Et que là, pour le coup, c'est un personnage qui est vraiment très assumé. Enfin, genre vraiment, il arrive, il dit « Oh, moi je suis gay ». Enfin, tu sais, il parle de ses plans cul et des trucs comme ça. Mais qui n'est pas cliché, je trouve. Oui, sans pour autant tomber dans le cliché. Mais du coup, c'est quelque chose qui détonne et qui, à l'époque où c'est ancré, est vraiment quelque chose d'inhabituel, on va dire. Et en fait, tu vas voir que du coup, il va avoir des relations très complexes parce qu'en fait, lui, il va sortir qu'avec des gars qui, eux, cachent leur homosexualité. Et du coup, il y a tout un propos sur ça, sur comment c'est accepté dans la société américaine par les parents, etc., qui est assez intéressant vis-à-vis de son personnage. Et en même temps, et du coup, c'est lui qui vit un peu les choses les plus difficiles, en tout cas sur la temporalité du film, mais qui va toujours garder cet esprit positif, qui va driver les autres vers quelque chose d'un peu fou, d'un peu optimiste. Et du coup, c'est vraiment un personnage que je trouve très intéressant. Il me fait un peu penser au personnage de Sex Education. J'ai pas vu. Ah oui. Je n'ai plus le nom, mais qui joue par Nkuti. Et Nkutigawa. Ouais. Ouais, il y a un peu de ça dans Nkutigawa, son personnage est un peu plus cliché dans l'homosexuel, un peu qu'on désigne péjorativement la folle. Là, il est moins cliché, mais effectivement, ça, malgré toute leur merde qui arrive, c'est des personnages qui vont toujours penser positif. Et qui vivent des trucs un peu similaires quand même. Genre. Oui, complètement. Et ça fait du bien, enfin, je sais pas, ça fait du bien d'avoir des personnages comme ça qui ont quand même de l'espoir, malgré tout ce qui leur arrive. Et le personnage de Ezra Miller, du coup, dans Le Monde de Charlie, bah, il est ultra touchant, du coup, en ça, et c'est un pote en fait, c'est vraiment celui que t'as envie d'avoir comme pote et tout. C'est le mec qui est très fort et qui lui vit ses merdes perso mais qui va toujours être là pour les autres, etc. Et en fait il contrebalance beaucoup avec le personnage de Charlie qui pour le coup de base est le mec qui a vécu des traumas et qui va être très renfermé, enfin le film parle de choses très dures, hein, de suicide, de dépression, d'abus sexuels. Et le personnage d'Ezra Miller, Patrick, du coup, va driver Charlie vers le positif. Après, il y a le personnage de Sam aussi, qui du coup est joué par Emma Watson, qui a aussi cette énergie qui est assez cool. Et qui, pour le coup, alors je suis pas très fan d'Emma Watson en tant qu'actrice, mais là, ça marche ultra bien. Et en fait, de base, Patrick et Sam, du coup, c'est un duo. Enfin, les deux se connaissent déjà et sont meilleurs potes. Et Charlie, il va s'intégrer là-dedans. Et du coup, les deux ensemble, ils ont une énergie folle. Il y a une scène très connue où ils se mettent à danser au bal du lycée. En mode, c'est ceux qui s'en foutent du regard des autres, etc. Et donc, c'est vraiment chouette. Il y a une importance de la musique dans le film qui est vraiment majeure. Et qui se ressentait déjà dans le livre parce qu'en fait j'ai lu le livre après avoir vu le film, et en fait dans le livre il y a des playlists de musique que le personnage écoute, et là dans le film c'est pareil, il fait des cassettes et donc notamment il en parle avec Sam, parce qu'on s'en doute tous, Charlie est fou amoureux de Sam, et il lui fait des playlists, des cassettes, etc. Et du coup le film est vraiment rythmé par des musiques qui vont des années 60 aux années 90 à peu près. Donc tu vas avoir les Smiths, les Beatles, David Bowie évidemment, c'est dans une des scènes les plus iconiques du film, c'est la musique de David Bowie. Ces gamins-là qui reconnaissent pas une musique de David Bowie quand même, alors qu'ils sont de la culture, c'est quand même un peu gros. Ouais, après c'est pas la même époque, mais oui, mais bon. Certes. Et du coup, voilà, c'est vraiment rythmé par des musiques populaires. Il y a même des séquences de transition qui sont assez rigolotes. Par exemple, il y a une scène de soirée où il prend de l'ecstasy ou quelque chose comme ça. Et en fait, t'as une transition sur une hostie qui est déposée sur sa langue avec une musique qui s'appelle Dear God. Et du coup, il y a un truc très ironique autour de ça. Et donc tu vas voir un peu comment ce mec qui s'ouvre progressivement en ayant des amis va tomber dans parfois l'excès inverse d'être trop extraverti entre guillemets, même si on peut pas dire qu'il en arrive jusque là, mais voilà, de trop se laisser aller, et comment il va gérer ça. Et franchement moi c'est un film qui à l'adolescence m'avait vraiment beaucoup marqué pour ça, parce que c'est très nuancé je trouve. Après, j'avais peur
en le revoyant plus tard, ou voilà, à notre âge, que ça ait pas le même effet. Je l'ai pas vu récemment, mais je l'avais revu après, et en vrai, j'avais toujours vraiment beaucoup aimé. Je pense que, en fait, c'est un film qui fait du bien et qui est extrêmement dur à la fois. Et du coup, je trouve que c'est pour ça que ça concentre un peu tout ce que le teen movie peut offrir, et que c'est pour ça que je l'ai choisi. Parce que vraiment, comme j'ai dit, ça parle de traumatisme, et en fait, t'es vraiment avec Charlie tout le long. Enfin, c'est le protagoniste, et tu suis, tu vois ses lettres, etc. Et en fait, lui-même se rend compte au fur et à mesure du film de ce qu'il a vécu, et de à quel point certaines situations qu'il a vécues étaient anormales et ont apporté ces traumatismes-là, dont il se rendait pas forcément compte, mais qui ont forcément un impact sur sa vie. Et en parallèle du fait qu'il découvre un peu ces traumatismes, il va aussi découvrir des choses extrêmement positives, l'amitié, l'amour, etc. Et du coup, t'as un peu un mix d'émotions assez fou, qui représente assez bien le mix d'émotions qu'on peut avoir à l'adolescence, quoi. Et qui fait assez de bien en vrai. Je sais pas, Ouais. c'est un. Oui, la vibe du film, quand même, si tu devais garder quelque chose, c'est quelque chose de positif. Ouais. Au Je suis final. d'accord. Le film, il marche vachement bien, même encore aujourd'hui. Enfin, moi, je l'ai découvert là pour l'épisode. Pareil. Ok. Et je m'attendais à un teen movie ultra classique et ultra centré sur l'adolescence pour les adolescents. Ouais. Et en fait, j'ai été super surpris. C'est ça que j'apprécie énormément dans le film, c'est que surprenamment, c'est pas un film seulement que pour les adolescents. Et il y a un mix d'émotions que parfois seuls les adultes peuvent comprendre aussi. Ouais. Oui, parce qu'il Et y a qui- aussi... Qui fait beaucoup de bien, et c'est vraiment un Ouais. très très beau film qui marche encore, même après ton adolescence, quoi. Parce qu'il y a aussi ce côté où tu vas avoir les parents de Charlie qui vont être surprotecteurs avec lui, en mode, bon, il vient de perdre son meilleur pote, il est un peu différent, donc on va lui cacher un peu toutes les choses dures. Et où en même temps, tu te rends compte qu'à côté de ça, le film parle aussi de violence conjugale, comme j'ai déjà dit, d'abus sexuels et tout, et qui sont toutes des choses où on va un peu dire à Charlie, t'inquiète, c'est normal. Je sais pas, quand sa tante elle se fait frapper, genre non, mais elle a juste bobo, mais tranquille. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et que tu peux regarder avec une autre distance une fois que toi t'as du recul sur toutes ces choses D'accord. un peu dures de la vie, quoi. En fait, il y a plein de niveaux de lecture dans le film en fonction de là où tu le regardes. Et enfin, tu vas t'accrocher en fonction du moment où tu le regardes dans ta Ouais. propre temporalité. Tu vas t'accrocher à plus de choses ou pas et tout. Et Donc ce que c'est j'aime- super intéressant pour Et ça. ce que j'aime bien, c'est que c'est pas fait de manière lourde. Genre, Oui. les éléments un peu mélodramatiques, tu tombes pas dans du pathos non plus. Genre, j'ai dit que ça parlait d'abus sexuels, mais tu vas jamais avoir non plus ni de trucs très frontal, ni. En fait, ça va jamais être affirmé. Mais tu le comprends parce que c'est assez bien fait et suggéré pour que ce soit clair. Mais en même temps, ça va pas forcément être dit. Et je trouve que c'est fait d'une manière vraiment intelligente, en fait. Et le film est assez surprenant, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Je l'ai vu dernièrement, du coup, pour préparer l'épisode. Ouais. Dans la période où vraiment j'arrivais plus à regarder un seul film. Donc c'était compliqué. Par exemple, j'ai vu les deux à peu près à quelques jours d'affilée. Et j'avoue que pour le coup, celui de Louis, j'ai eu beaucoup de mal à. Enfin, après, c'était pour tous les films en général. Mais j'avais beaucoup de mal à rentrer dedans. Du coup, j'en ai plus grand. Enfin, si j'en ai des souvenirs, mais je veux dire, il m'est un peu passé comme ça. Et pour le coup, celui-là, j'avoue, qui m'a vraiment marqué. J'ai mis 5 sur 5. Et c'est un de mes derniers 5. Je crois que c'est mon dernier 5 sur 5, tu vois. Pourtant, j'ai vu le Scorsese il y a 2 jours. Mais ouais, le film est vraiment trop bien. En fait, j'étais content en vrai qu'il ait proposé ce film parce que c'est vraiment le film que j'avais besoin à ce moment-là, tu vois. Ouais, je vois. Donc, C'est un peu un film ouais. doudou, ouais. Oui, c'est ça. Oui, il y a un peu de ça. vraiment. Alors que Ferris Bueller, il a pas du tout la même Ah, c'est vibe ça. et le même objectif en c'est fait. ça. Et du coup, Ouais. quand t'as Et du du mal à coup, regarder voilà. le film et que t'es pas dans un mood de ouf, Ferris Bueller, il te passe un peu au-dessus parce oui, que complètement, c'est je peux plus comprendre. un film pour quelqu'un qui est dans un bon mood. Oui. Là, ton film, c'est un film pour quelqu'un qui soit est dans un bon mood, soit a besoin d'être dans un bon mood ou va. Ouais. Enfin, et pourtant, je m'attendais vraiment à rien. Je m'attendais à un truc un peu basique, honnêtement. Ouais, non, mais Parce que le film, enfin, c'est ce qu'ils tu font. vois, hein. tu vois la couverture, tu vois les acteurs, Oui. le truc, t'es en mode bon, ça va être sympatoche. Et en fait, non, putain, le film est vraiment cool, quoi. Ouais, Ok. ouais, vraiment. Donc, Et puis la musique est trop bien. Et une Ouais. playlist de musique vraiment trop cool. Après, justement, il y a un côté un peu playlist. Genre, t'as vraiment les musiques qui Ouais. s'enchaînent où c'est que des groupes ultra connus et tout.
Mais ça rentre très bien dans l'esprit du film parce que c'est ce que le mec il fait. Genre, il se fait des cassettes, il écoute avec son casque, il fait des cassettes à la meuf dont il est amoureux. Moi, ça me dérange pas. Je découvre plein de musique comme ça, donc en vrai, ça me dérange pas. Et puis, je regardais quand j'étais au lycée le film et c'est vrai que j'ai beaucoup gardé de musique dans ma playlist. Ouais, c'est pas étonnant. Puis il y a la meilleure musique de David Bowie, donc. Laquelle pour toi? Rose. Ok. Je connais pas David Bowie. Je la connais pas, mais au moins je sais que quand je l'écouterai, je ferai ok. Celle-là. C'est celle-là. Est-ce qu'on peut enchaîner? Ouais, je pense pas avoir plus de questions. Vas-y. Alors, La folle journée de Ferris Bueller de John Hughes, je l'ai choisi parce que c'est aussi un peu comme pour Pauline, mon film doudou, quand on parle de teen movie en vrai. C'est vraiment mon film préféré en teen movie, avec Breakfast Club, du même réalisateur. Donc, le réalisateur a fait pas mal de films sur l'adolescence. Il a vraiment compris, je trouve, un petit peu la vision adolescente qu'il y a à son époque, sans tomber forcément dans des questions ultra crues de sexualité et tout. Comme Pauline l'a cité dans la première partie, du coup, pour lui, ce qui était important, c'était vraiment plus le côté romantique des adolescents. Et c'est vrai que ça se ressent énormément dans ses films. Et dans Ferris Bueller, t'as un peu ça, mais c'est pas le centre du film. Ferris Bueller, déjà, c'est un film qui va briser le 4e mur. Le personnage de Ferris Bueller va te parler. Il va te dire, il va t'expliquer ce qu'il fait, il va t'expliquer comment il fait, comment il arrive à se faire passer pour malade, comment il va bidouiller, il hack le système de l'école pour bidouiller son bulletin de notes et tout. C'est assez marrant. Et voilà, il va t'expliquer un peu son but dans la vie. C'est fait un peu à la Spider-Man ou à la Deadpool ou... À la Deadpool, mais en mieux, parce que Deadpool, c'est pas très bon. Oui, c'est pour ça que je demande. En mieux, je trouve. Mais en fait, tu vas peut-être avoir un peu du mal avec le personnage de Ferris Bueller. Parce qu'il va être un peu présenté comme quelqu'un, un peu un petit con. Ok. Égoïste. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances dans le film, tu devines pourquoi il fait ça. Et en fait, tu découvres que c'est pas si égoïste que ça. Parce qu'il sèche les cours et il entraîne ses potes alors qu'ils n'ont pas forcément envie, notamment son meilleur ami, il n'a pas envie, il est malade chez lui, il n'a pas envie de bouger, quoi. Mm-hmm. En fait, il l'entraîne pour un peu pour le libérer de lui-même. Et du coup, c'est un peu... Ferris Bueller, il y a un côté un petit peu ange-démon, tu vois, qui conscience, où tu dois un peu te trouver une sorte d'ami imaginaire pour te faire bouger et tout. Et c'est un peu ça, en fait, Ferris Bueller, avec son pote. Et donc, du coup, ils vont en ville. Je crois que c'est Chicago, la ville. Et parce qu'ils habitent en banlieue de Chicago et tout. Pour quitter cette école, c'est leur dernier jour de lycée, il faut qu'ils en profitent. Et pour Ferris Bueller, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas en profiter en mode tous les excès. Ok. C'est profiter de ce day off. Donc, le titre original, c'est Ferris Bueller's Days Off. Donc, qui veut dire l'école buissonnière, enfin le jour férié, c'est plutôt jour de congé. Oui, jour de congé, voilà. Donc profiter de ce jour où on sèche l'école pour découvrir ce qu'il y a hors de l'école. Donc la culture, les repas, le sport, tout ce qu'il y a autour, en fait la vie qui nous attend après le lycée. Et c'est super intéressant parce qu'en fait c'est des personnages qui sont perdus. Que ça soit Ferris Bueller, sa petite amie ou son meilleur ami, ils savent pas où ils vont être. Ils savent pas s'ils vont être séparés, Et du coup, c'est assez beau. Même Ferris Bueller, sous ses airs de mec ultra confiant, en fait, c'est quelqu'un qui a très peur de l'avenir. Mm-hmm. Et je trouve ça super touchant. En fait, c'est un personnage, au début, tu l'aimes pas, et au final, tu te dis, en fait, c'est un ado, comme tout le monde, qui a une surconfiance en lui, certes, mais qui est comme tous les ados de cette époque, perdu et effrayé par ce qui l'attend après cette époque bénie, entre guillemets, du lycée, pour lui, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement populaire dans son lycée et tout, donc, il a peur de perdre tout ça, il a peur de perdre sa petite amie, de perdre son meilleur ami, et en même temps, ce qu'il fait de cette journée de congé, c'est pas tant pour lui que pour son meilleur ami Cameron, et en fait, il arrive à le libérer aussi du joug de l'autorité de ses parents, notamment de son père, et de l'autorité un peu du professoral du lycée et tout. Donc voilà. Oula, je vois plein de doigts levés et tout le monde veut parler. Ouais, juste tout à l'heure, tu disais
que t'avais mal choisi ton teen movie parce qu'on parlait de Parce Old Jazz que- et Scarface, mais on est quand même très loin là. Non, bien oui. sûr, mais c'est C'est juste un ado, quoi. Ouais, mais c'est un personnage qui peut être très mal perçu. Moi, je sais que je connais des gens qui ont pas aimé le film parce qu'ils trouvent Ferris Bueller que c'est un connard. Ouais, je trouve. Moi, je Ouais, trouve mais- ça un peu mais dur loin, parce quoi. que Est-ce que c'est vraiment genre une personne dégueulasse qui est aimée, tu vois? J'ai Mais pas c'est une l'impression. personne- non. c'est pas une personne dégueulasse, mais en fait, c'est une personne extrêmement manipulatrice et qui n'est jamais punie. En fait, tout lui sourit. Et même quand il ment, si tu veux, ça lui sourit. Et je sais que ça gêne Toujours la certaines vérité, personnes. quoi. Bah, dans la première partie, on parlait de Clueless, c'est un peu le même type de personnage que Un Emma peu. dans Jane Oui. Austen ou, Oui. ou Cher dans Clueless. Enfin, ces personnages un peu antipathiques, très Mm. sur deux, qui sont dans Ouais. leur truc, mais on est quand même loin Ah oui, de on l'agression est- sexuelle d'Old Jazz ou Ah non, mais du on narcotrafic. en est loin. Mais Scarface, je quoi. sais qu'il y a des gens qui aiment pas, Oui. qui comme Frigo n'aiment pas les personnages comme celui de All the Jazz et tout, et qui n'ont pas aimé Ferris Bueller à cause aussi de ce Ah ouais. personnage. Donc voilà, oui, effectivement, on en est très éloigné. Pour moi, c'est plus un personnage. C'est un peu le clown, mais en fait, tu lui enlèves son masque de clown, c'est une personne qui est très triste et qui est très seule. Ok. Et heureusement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnage. En fait, à la fois, je me reconnais en lui, sauf pour la confiance en soi quand même, et à la fois, je me dis, putain, j'aurais rêvé d'avoir un pote comme ça qui m'amène aussi n'importe où, quoi. Pauline, Ok. tu voulais dire quelque chose? Alors, je voulais dire deux choses. Déjà, les personnages secondaires sont extrêmement bien écrits. Ouais. Et J'allais y venir ceux-ci. après, ouais. Donc ça, c'est super. Et aussi, ce que j'aime bien dans Ferris Bueller, c'est que à la fois, c'est assez emblématique du teen movie, à la fois, ça évite volontairement plein de choses. Par exemple, il n'y a pas de quête romantique parce qu'il a déjà sa meuf, en Mm. fait, au début du film. Mhm. Il n'y a pas de quête de popularité parce que il est déjà populaire. Et du coup, ça permet de parler d'autres choses tout en gardant quelque chose de très codifié sur les envies des adolescents et la quête spirituelle, on C'est va ça. dire. C'est une des intelligences de John Hughes, je trouve, que ce soit sur Breakfast Club ou Ferris Bueller, il arrive à éviter les clichés ou alors à les contourner de manière assez maligne. Ouais. Et Ferris Bueller, voilà, c'est tout ça. Et en plus, c'est un film très drôle. Je trouve le film très cartoonesque. En fait, t'as souvent des passages avec le proviseur, donc comme j'ai dit, qui va chasser un petit peu Ferris Bueller parce que il sait très bien qu'il sent le coup monter, en fait. Tu vois, Mhm. il a pas confiance en Ferris Bueller, il sent le coup monter. Et il est con. Et c'est très très drôle, il y a plein de gags visuels. C'est parfois un peu trop cartoon, genre même dans le son et tout. Mais moi, je sais pas, ça me fait rire. C'est cette ambiance un peu des années 80, des films des années 80. C'est John Hughes, c'est le scénariste de Maman, j'ai raté l'avion. D'accord. Donc tu retrouves un petit peu cette ambiance. Ok, d'accord. Ouais. Et voilà, les personnages secondaires sont très bien écrits. La sœur de Ferris Bueller, elle est très drôle aussi, qui est présentée comme une antagoniste au début et qui au final est pas si méchante que ça. Elle est juste un peu brimée par aussi son adolescence et par l'autorité un peu des parents. Parce qu'elle doit, elle, tout réussir. Et les parents, en fait, ils laissent tout passer à Ferris. Et du coup, il y a cette part de jalousie. Mhm. Et forcément, tu la comprends et tout. Et elle a une bonne évolution, je trouve. Le film est vraiment archi good vibe. Ouais. Et Il- avec une pointe de mélancolie, mais qui est vraiment Bah, distillée Mm. et qui permet de faire gagner un peu en profondeur, mais c'est trop agréable à regarder. C'est ça, c'est super agréable. Et la pointe de mélancolie, c'est par rapport à cette peur de ce qu'il y a après le lycée et tout. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est aussi la représentation un petit peu. Alors, c'est très, très suggéré, mais de l'éducation aux États-Unis. Le lycée, il est présenté comme une prison. Genre, tout est ultra gris. Le bureau du proviseur, il est gris. Les couloirs, ils sont Délavé, sont quoi. délavés et tout. Et il y a une scène, une sorte de panoramique où tu vois un terrain de sport, mais derrière des grillages, et ça fait très grillage de prison avec un terrain de sport de prison. Mhm. Et tu vois tous les élèves, ils sont en même uniforme de sport et tout. Enfin, et du coup, j'aime beaucoup. Ça dit quelque chose aussi de l'éducation aux États-Unis, que les jeunes, en fait, ils ont besoin d'autre chose dans l'éducation pour évoluer. Ils n'ont pas besoin que du lycée. Et c'est un peu ce que Ferris va faire avec ses potes, leur faire découvrir autre chose en termes d'éducation au dehors du lycée. Ils vont dans un musée d'art, dans une des scènes super connues et tout. Ils vont voir un peu la ville. Ils vont aussi
découvrir d'autres choses, quoi. C'est super agréable. Ok. Et c'est trop bonne vibe. En plus, il y a des scènes, moi, que j'aime beaucoup dans les films, c'est les scènes qui te font sortir un petit peu du truc, qui sont tellement énormes que ça en devient trop bien. C'est la scène où il danse et il chante, surtout scène Oui, bah oui. C'est les scènes que j'appelle un peu hors du temps. Et moi, ça me met trop bien, ce genre de scène. Ok, je vois. Et la scène, elle est trop bien. Ok. Donc voilà, c'est un super film, vraiment. Descas, je te conseille de le remater. Je pense que tu vas vraiment bien kiffer. Je suis vraiment passé à côté, quoi. Après, j'ai pas mis. Je l'ai noté genre 3,5 sur 5. Oui, mais après, je peux comprendre qu'on n'aime pas. Passé à côté. Je peux comprendre aussi qu'on n'aime pas. C'est quand même quelque chose d'extrêmement cliché. C'est pas forcément très réaliste. Mais moi, je sais pas. C'est vraiment un film doudou. Un film qui me fait beaucoup de bien. Un film qui me rappelle beaucoup de choses. Des choses aussi qui me rendent nostalgique, mais aussi pas qui me fait des regrets, mais un petit peu, tu vois. Et ça fait beaucoup de bien. Ouais, faudrait que je le revoie parce que je pense que soit je l'ai pas vu au bon moment et du coup je l'ai moins apprécié que ce que je pensais, soit je l'ai pas vu au bon moment et du coup je pense l'avoir plus apprécié que ce qu'en fait je l'aurais apprécié. En fait, je sais pas. Ah ouais, ok. Il faut voir. En fait, c'est du coup je mets tout sur le moment et du coup je suis en mode si ça se trouve en fait j'aurais testé en temps normal ou ça se trouve j'aurais surkiffé, mais du coup là je suis en mode ouais c'est bien mais bon vraiment je m'en fous. Donc il faudrait que je le revoie. Et voilà, c'est un peu drôle. Le petit point négatif, c'est peut-être le générique de fin que je trouve un peu longué. En fait, c'est toute une scène en générique de fin avec le proviseur qui monte dans un car scolaire. Et elle est longue, cette scène. Elle est longue. Je crois que je m'en souviens. Je la trouve... si c'est pour le générique de fin. C'est juste pour le générique de ça fin. va. Je trouve ça un poil long et tout. Genre, le proviseur, c'est bon, on a compris. C'est le mec c'est le méchant. C'est Coyote dans Bibi et Coyote. Et puis voilà. Ouais. Quoi. Il y a une vibe assez Looney Tunes que j'aime beaucoup, moi. Ok. Ouais, j'ai Voilà. Pas de j'ai questions plus de questions, non, honnêtement. Pauline, t'as rien à dire? C'est très clair. Non, c'est bon. Et toi, t'as quelque chose à rajouter? Non, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Eh bah écoute, Pas à toi. grand-chose. Ok. Et bah du coup, troisième film, Paranoid Park, de Gus Van Sant. Alors du coup, dans la première partie, j'ai dit... j'ai pas dit grand-chose du coup. Ouais. Mais juste du coup. Pour cette deuxième partie, au moins les gens sont C'est le deuxième avertis. round, du coup. Ouais, deuxième round, pardon. Les gens sont avertis. Je vais dire quand même l'intrigue. Bon, alors c'est pas un énorme spoil, c'est-à-dire que vous allez sur Letterboxd, c'est vraiment le résumé du film. Genre, je pense que vous prenez le Blu-ray, vous regardez l'arrière, ça sera écrit. Ouais. Et c'est pareil sur Wikipédia. Vraiment, c'est pas. Alors, par exemple, je disais que c'était pris d'un livre. Dans le livre, c'est écrit. Cet élément de l'histoire, c'est écrit tout de suite. C'est pas du tout un truc qui est caché. Là, c'est pour dans la façon dont le film est fait, mais honnêtement, c'est pas un gros spoil. Mais quand même, si vous voulez pas savoir du tout de quoi le film parle, avancez un peu ou juste écoutez une fois que vous avez vu le film. Du coup, je vais commencer. Le film. Il va à Paranoid Park, il prend son pote et puis ils vont sur le train. Et en fait, il y a un garde qui vient les empêcher un peu, tout ça, et en fait, il va tuer le garde. Et en gros, tout le film est sur sa culpabilité vis-à-vis de ce meurtre. Est-ce qu'il le dit, est-ce qu'il le dit pas? Quel est son cheminement interne? À quel point il est en train de se renfermer parce qu'il commence à avoir peur, que du coup, il commence à avoir... par exemple, tous les skateurs vont être appelés dans le lycée pour venir témoigner. La police va commencer à se dire que c'est sûrement un meurtre. Et donc, en gros, voilà, c'est tout ce cheminement mental du personnage qu'on essaie de voir. Alors, ce qui est vraiment intéressant, du coup, vis-à-vis de l'adaptation de Gus, c'est que le livre, il est par chapitre et il est complètement chronologique. Et c'est vraiment, voilà, c'est une suite logique des événements. Là, pour ce film, donc je disais qu'il a été très fidèle, il a même repris des dialogues, etc. Mais le but, vraiment, de Gus Van Sant dans son film, c'est d'éclater la temporalité, complètement. Et en fait, on va se retrouver avec un film qui n'est pas linéaire, où des scènes même, les mêmes scènes vont revenir à certains moments, mais filmées d'un autre point de vue, qui vont durer plus longtemps, moins longtemps. Par exemple, on parlait des différentes prises de vue, que ce soit 35 mm, Super 8, ou même de la télévision. Alors, beaucoup de trucs que je dis là, je m'inspire d'un bonus qui est dans le Blu-ray,
qui a été, alors qui s'appelle Le Labyrinthe. C'est un bonus d'une 20aine de minutes par, alors comment il s'appelle, Luc Lagier. C'est un journaliste qui travaille à Blow Up chez Arte, je crois. Oui. Et du coup, il a fait beaucoup de docu, enfin beaucoup de choses. Et c'est lui, du coup, qui raconte tout ça. Donc, bon, beaucoup viennent de lui, des trucs que je vais redire. Du coup, il est cas de cette temporalité. On disait, on a des échelles de plans différents. On a, par exemple, on va avoir des plans qui sont accélérés, des plans qui sont ralentis. Donc, vraiment, il y a cette impression d'être dans la tête un peu du personnage et d'avoir toute cette temporalité qui est complètement éclatée. Et du coup, bah, c'est vraiment ce côté un peu, on disait, quel est le mot déjà mince. Psychologique. Non, j'avais dit pareil pour Elephant, que c'était un peu... c'est un type de cinéma. Expérimental. Voilà, merci. Ah oui, on a réussi. d'accord. Donc voilà, c'est un peu ce côté expérimental de Gus Van Sant. Donc voilà, comme je disais, il va utiliser la répétition, des scènes qui reviennent, un peu tout ça. Et c'est pareil pour la BO, en fait. On a une BO avec des musiques qui sont très différentes, quoi. On a des trucs qui sont un peu métal, on a des trucs très vaporeux, et en fait, il y a tout un peu qui se mélange, il n'y a pas vraiment d'uniformité. On va avoir des moments, des musiques qui sont qui sont genre très actives sur des plans qui le sont moins. Enfin, on a vraiment tout un truc qui est fait un peu pour te rendre flou, un peu brumeux, un peu tout ça. Et je trouve que la BO, moi, je la trouve géniale. Je trouve qu'elle est super bien pour retranscrire ce qui se passe dans la tête du personnage. Mhm. Donc là-dessus, c'est vraiment top. Ce que dit Gus Van Sant vis-à-vis de Paranoid Park, donc vraiment pas du film, mais du lieu dans le film, en gros du skatepark, pour lui, c'est vraiment la représentation dans le film du monde intérieur du personnage. En fait, ce skatepark, avec tous ces gens qui se déplacent, qui sont là, qui sont un peu perdus, tout ça, c'est vraiment la représentation mentale de ce qui se passe dans la tête du personnage, imagé vraiment. Et donc en fait, tout est basé sur la subjectivité du personnage. Et c'est ça qui est... En fait, le film, il est pas très long. J'ai dit qu'il faisait 1h30, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. 80, Ouais, même pas 1h30. 1h20. Mais en fait, il arrive à tellement te distordre le temps que t'as presque l'impression que le film est plus long. Ouais. Et assez éprouvant, tu vois. En fait, il y a tout un truc comme ça. Et je trouve que c'est trop bien réussi. Il le fait un peu dans Elephant, dont on parlait dans la partie 1. Ouais, que je pourrais Avec pas voir. des... Ouais, bah, tu peux très bien voir toi-même. Hein. Puis Avec dans des longs Gary, plans séquences. De quoi? Dans Gary, c'est pareil. Hein. Je l'ai pas vu. Le film est très court, je crois qu'il fait genre 1h10, 1h20 maximum. Mais c'est ressenti beaucoup plus long parce que il a un rapport au temps et à l'espace très particulier, Gus Van Sant, qui fait que il y a ce côté étiré, les lieux, ça va souvent être assez peu caractérisé malgré le fait que ce soit des lieux très identifiables. Genre dans le sens où là c'est un skatepark, dans Gary c'est un désert, dans Elephant c'est le lycée, mais ça va être peu caractérisé dans le sens où tu peux pas dire où c'est dans l'espace. T'as l'impression que c'est un truc isolé au monde, quoi. Il y a une interview de Gus Van Sant où il parle de la manière dont sont faits les films et il dit qu'en fait on a un modèle qui est on fait un plan large et puis après on fait des plans plus resserrés, de dialogue, de machin, et qu'en fait quasiment depuis les années 30, tous les films se font un peu comme ça, quoi. T'as un plan large et puis après t'as les plans resserrés. Et lui, vraiment, son but, c'est de sortir de ça. Et pour son premier film, il avait son truc, c'était de pas avoir de cut, pas avoir de scénario. Et je sais plus le troisième, mais donc vraiment il y a vraiment un truc très expérimental. Du coup, sans scénario, juste tu fais n'importe quoi en fait. Du coup. Bah, il y a des gens qui travaillent sans scénario. Mais Elephant, il y avait pas de scénario. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Et du coup, voilà, le film, il est super cool par rapport à ça. Je crois d'ailleurs que, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que pour Elephant, il a travaillé par lieu clé en gros. Ouais, en gros, les personnages devaient être là et puis ils vont. Enfin, en gros, il a travaillé le trajet des personnages, Oui. mais pas écrit le scénario. Non, ensuite, il filme personnage par personnage. Il a fait d'abord toutes les séquences avec tel personnage, puis avec un autre, puis avec un autre. C'est ça. En gros, en fait, limite, son scénario, c'était un plan avec tel personnage, son trajet en rouge, l'autre son trajet en bleu et tout. Et après, du coup, il savait qu'il devait filmer ça pour lui, ça pour lui et tout. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vraiment un cinéma qui se construit par le temps et l'espace. Et pas par l'écriture, les mots, trucs comme ça. Puis c'est très dans le ressenti, quoi. C'est-à-dire que les faux raccords, il s'en fout. Enfin, le faux raccord, c'est pas un truc qui va obséder Gus Van Sant.
Et par exemple, alors je pense que c'est fait exprès, mais il y a. Alors faut le voir, hein, c'est assez furtif. Du coup, dans Luc Lagy en parle et je l'ai vu. Mais par exemple, tu sais pas du coup, mais tu sauras. Il y a un moment, une discussion entre le commissaire et le personnage d'Alex. Ouais. Le commissaire pose une question, Alex répond. Pendant une seconde, il y a encore le visage d'Alex avant d'avoir le cut sur le visage du policier. Il va répondre, mais en fait, tu vas pas voir sa bouche parler. Enfin, c'est-à-dire que le son est désynchronisé par rapport à quand il va parler. En fait, il va répondre avant même d'avoir bougé les lèvres dans la vraie. Enfin, et le personnage, d'ailleurs, quand tu fais après le plan sur le commissaire, il est un peu. Tu sens que le commissaire est un peu choqué parce qu'il y a un truc bizarre, mais en fait, si tu fais pas vraiment attention, tu peux ne pas faire attention qu'il a parlé et que la bouche a pas parlé. Ok. Et donc, ça crée un truc. Enfin, il y a vraiment. Enfin, je trouve que Gus Vincent, il est trop fort, quoi. En fait, pour moi, le film, c'est un film sur le post-trauma, enfin, syndrome post-traumatique, où du coup, t'es vraiment dans la confusion du personnage qui arrive plus à savoir ce qui est réel ou pas, si ses souvenirs sont précis ou pas. Et en fait, on est en train d'enquêter sur un truc qu'il a fait, mais même lui, il est pas sûr de ce qu'il a fait ou pas fait. Et du coup, ça correspond hyper bien à une narration complètement éclatée parce que aucun des personnages, même ceux qui ont commis les actions, ne sont sûrs de ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas de raison que nous, le spectateur, on soit sûr de ce qui s'est passé aussi, quoi. Et c'est un film, tu le disais, sur la subjectivité, et ça rentre complètement dans ce que tu dis, en fait, Pauline. Et dans ses souvenirs, en fait, se brouillent aussi. Genre, on voit pas... Bon, du coup, Desca a dit qu'il y avait un meurtre. On voit pas le corps, et puis au fur et à mesure qu'il va se souvenir, il va se souvenir du corps du garde. Mais est-ce que c'est un bon souvenir ? Est-ce que c'est exactement comme il l'a vu ou pas, en fait ? Et ou alors est-ce qu'il s'est pas imaginé un truc ultra gore et tout ? Et du coup, c'est assez. Tu mènes aussi toi-même ton enquête sur ce gamin, sur ses souvenirs, en fait. Comment il se construit ? Au final, il se construit par ce traumatisme, en fait. Ouais. Ok. Et du coup, dans le film, le meurtre intervient au milieu, quoi. C'est pour ça qu'on peut dire, bon, c'est un peu un spoil, mais c'est quand même. Oui, il apparaît très tard dans le film. Okay. Et donc voilà, je crois que j'ai un peu tout dit, mais oui, tu verras. C'est quand je disais les plans qui reviennent, c'est-à-dire que tu vas avoir un moment, une séquence, tu vas pas trop comprendre, et en fait, plus tard, tu vas revenir sur la même séquence avec un autre point de vue, et là, tu vas commencer à. C'est comme un peu comme un puzzle que tu recrées un petit peu. Et donc pour ça le film je le trouve très très bien et sans être sûr que ce que tu vois que tu revois soit vraiment les souvenirs vraiment de ce personnage, quoi. Alex c'est vraiment un narrateur qui est pas du tout fiable, c'est à dire que ce que tu vois parce que du coup c'est la retransmission de ce qu'il pense dans sa tête, mais à aucun moment tu peux être sûr vraiment que ce qu'il te montre c'est vraiment la vérité, que c'est vraiment ce qui s'est passé, parce qu'il est pas fiable du tout, quoi. Il est paumé, en fait. Mais c'est ça. Et je trouve que c'est d'arriver autant à déjà le montrer par le scénario, mais surtout par la mise en scène, le montage et tout ça, et arriver à créer toute cette ambiance et mettre tout ça en avant, c'est trop bien, quoi. Le cinéma c'est très très fort. Indépendant américain, c'est pas mal. Ok. Pour être tout à fait honnête, en vrai, j'avais eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Aussi, par contre, ça, ouais. Et ça peut t'arriver, mais... C'est pour ça qu'on a dit que c'était le moins accessible de toute manière. Mais je sais pas, il y a eu un déclic. Et je pense que c'est au milieu du film, au final. Il y a eu un déclic à un moment, et d'un coup... Il y a tout qui se remet en place. Tout a redécollé. Mais et j'ai trouvé ça captivant. Je trouve que c'est même le genre de film où tu peux avoir l'impression de ne pas être rentré dedans du tout pendant le film, et en fait, tu vas y repenser. Oui. Et moi, j'ai encore un souvenir très vif du film, alors que je l'ai vu quand même il y a plusieurs années. Et que sur le coup, je me suis dit, ouais, vas-y, c'est un peu long quand même. Je trouve que Elephant, c'est pareil. Bah, moi, Elephant, il y a plus un effet choc quand même dans Elephant. Ouais, mais je trouve qu'Elephant, des fois, c'est très long, c'est très lent. Ouais. C'est un visionnage quand même qui est parfois un peu difficile. En vrai, ça dépend si tu sais de base de quoi ça parle ou pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est le genre de film. Et c'est pour ça, je sais pas comment tu vas t'organiser, Frigo, mais je t'invite, si possible, à voir le film un petit peu à distance de tes retours. Comme ça, je pense que tes retours, ils seront plus pertinents si tu as eu le temps de un peu maturer le film. Écoute, on va faire au mieux. Oui, non, mais voilà, ne promets rien. C'est comme tu peux. Hein. Ouais. Ok, je pense pas avoir spécialement plus de questions. Juste, du coup, il y a un lien avec la musique dans ton film ou pas ? Ou ça se détache un peu de musique populaire, un peu de jeunes et tout Non, comme je te dis, en fait, t'as plein de types différents qui sont là beaucoup pour... en fait,
tout ce qui est fait, tu dois te dire que tout ce qui est fait a pour but de mettre en scène et représenter ce qui se passe dans la tête du personnage. Donc les musiques, c'est pareil, comme je te dis, c'est la musique qui sont un peu métal, très hardcore. T'en as qui sont très flottantes. Tu sais, t'as des scènes en Super 8 avec dans le skatepark où du coup le Super 8 est super bien pour suivre Les skaters. les skateurs. Pour ceux qui savent pas, c'est on va dire une caméra un peu plus petite, un peu plus facile à manier, quoi. Mm. Et donc t'as ces moments qui sont très brumeux, puis t'en as un autre dans la voiture avec une musique très métal. En fait, les musiques, elles ont aucun sens les unes avec les autres, mais je trouve que ensemble à la fin, ça crée vraiment un truc ultra uniforme et qui est vraiment trop bien choisi, quoi. Après, il y a un genre de musique qui est dans le film qui correspond assez bien au milieu des skateurs et du milieu en fait dans lequel il évolue. Ouais, mais pas que, tu mais vois. pas que, non, bien sûr, mais il y a quand même des musiques de ce type-là qui font référence à ce milieu-là en particulier. C'est ça. Ok. Parce que du coup, je me demandais, vu que dans les autres, c'est un peu genre, t'as les musiques populaires et tout, je me demandais. Ouais. Mais du coup, ça veut dire. Alors là, je paraphrase un peu, mais je me rappelle de la vidéo de Every Frame a Painting de Akira Kurosawa. Et du coup, c'est genre, les émotions, elles sont montrées par le nombre de personnes qui ont l'émotion ou la musique qui retranscrit. Tout est comme ça, en gros. Tout est fait pour te mettre dans l'esprit du personnage. Ok. Moi, je pense pas avoir plus de questions, de choses à rajouter personnellement. Moi non plus. Alors, par contre, j'ai une question un peu plus globale et qui fait un peu écho à Slasher, du coup. Parce que j'ai pu remarquer dans Slasher que il n'y avait pas beaucoup de diversité de couleurs parmi les acteurs. Ouais. Et du coup, est-ce que dans les teen movies, c'est toujours des petits blancs ou est-ce que c'est un peu plus... Tu peux dire ça pour tous les genres qu'on a fait depuis le début. Hein. Ouais, en vrai. Oui, musical, il n'y a pas beaucoup. Oui, mais je veux dire, là, je me pose un peu plus la question parce que j'ai plus de recul, tu vois, mais... Non, c'est pareil, c'est pour du cinéma dans son ensemble. Okay. Ouais, et puis c'est du cinéma américain. Oui, voilà, oui, ça. Ouais, mais... Oui, surtout que là, on a choisi que américain. Et d'une certaine époque. Mm. Aujourd'hui, c'est mieux. Tu vas peut-être un peu plus retrouver de diversité, mais c'est vrai que dans les années 80-90... Ok. Là, je parle vraiment du slasher, mais il y a un peu le truc de la personne de couleur, celle qui meurt en premier, tu vois. Et bah ça, c'est un cliché qui est faux. Bah oui, du coup, parce qu'il y en a pas. Parce que, alors, soit il y en a pas... Non, mais soit il y en a pas, soit il meurt pas en premier, en fait. Ok. Et genre vraiment, j'ai vu des films où le black, c'est pas celui qui meurt en premier. Ok. Donc voilà. Ok. Parce que tu vois, alors, je reviens sur mon retour en 2-2. Ouais. Mais dans Black Christmas, t'as un moment en fait où t'as deux personnes de couleur. Ah, bah c'est dans le titre du film. Non mais d'accord. Et je veux dire, le truc c'est que genre, en fait, tu sais, enfin, je vais pas dire genre en mode, tu te demandes pourquoi ils sont là, mais genre, en fait, ils sont vraiment genre montrés en premier plan. Ils ont aucun impact dans le film. Ouais, mais est-ce que ta couleur de peau doit avoir un impact ? Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est vraiment des figurants. Mais c'est des figurants que tu suis, mais qui ne servent à rien à la narration, tu vois. Ouais, du coup, je me dis pourquoi comme du coup, il n'y a jamais de noir, le fait que là, il y en a, t'es en mode, est-ce que du coup, il y a une signification ? Bah, je me suis posé la question. Alors, c'est... Faut pas savoir comment je réfléchis, mais juste du coup, je me suis dit, bah... C'est vrai que, en fait, quand je les ai vus, je dis, putain, mais j'ai pas vu d'autres personnes de couleur dans ce film, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on va me dire quelque chose par rapport à ça, ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, je pense pas. Ok. Je me pose trop de questions. Ouais, mais ça prouve à quel point c'est quand même triste. De... Ils sont tellement pas là que quand ils sont là, on se demande si. Bah là vraiment, s'il y a une raison ou si. Là vraiment, en fait, c'est surtout que la caméra elle les suit en fait, et je me suis dit, et t'as. Non mais bien sûr, non. En gros, t'as le père de la fille, la première qui a disparu, et il passe à côté, il les regarde, et je me dis, mais pourquoi en fait, genre pourquoi tu montres ça ? Il y a quoi d'intéressant à ça en fait ? Et là vraiment la question c'était plutôt genre en mode, bah pourquoi il a choisi des personnes du coup afro plutôt que genre je sais pas des blancs. Des blancs encore des blancs, c'est ça ? Non, tu dis non mais du coup le père les regarde, ça c'est le figurant. Ouais, vite fait. Bah est-ce que le père ne soupçonne pas justement que sa fille soit tombée dans la communauté afro-américaine ? On est dans les années 70, c'est vrai. En plein Black Panthers, les blancs sont très soupçonneux envers les noirs à cette époque, pas que voilà. Et surtout aux États-Unis. Donc, c'est vrai que le père, il a ce côté très conservateur en mode. Carrément. En mode tout l'environnement de sa fille a l'air d'être néfaste. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça juste dans le regard peut-être. Bien vu. C'est un bon axe d'éclaircissement. Ok. Moi, du coup, je trouvais ça important quand même de revenir là-dessus. Donc voilà. Ouais, ok. Mais je n'ai rien de plus à ajouter.
Moi non plus. Moi non plus. Bah écoute, voilà. On a fini. Ouais, on a Oui, je fini. pense. Petit tour des réseaux. Oui. Yes. Peut-être commencer par vous. Ouais. Nos réseaux. nous, Et bah du après coup, le podcast. on peut me retrouver sur Twitter à @frigobits, sur Instagram @AAL_SIIM et sur Letterboxd @frigo_. Moi, c'est @polynôme-8 sur Twitter, Pauline-8 Janon J-A-2-N-O-N sur Instagram et Melvin Newdal sur Letterboxd comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Instagram et Letterboxd à @loulou-8 MacDuck. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, le film dont je parle tout le temps Pour le pire et pour le meilleur, c'est de James L. Brooks et j'ai appris hier qu'apparemment il était en préparation d'un nouveau film, genre 12 ou 15 ans après son dernier film. Et, ben, Donc voilà. Info qui fait plaisir. et toi, Deka? Je n'ai jamais vu de ces films. DK24_ sur Twitter, DK24 sur Letterboxd. Le podcast est à retrouver sur Twitter et Instagram, pardon. Studio 7 Pod, sur Letterboxd Studio 7. Le podcast est affilié à l'association Super 7. On vous invite à aller regarder tout ça directement sur les réseaux, sur le site super7.fr, parce qu'il y en a beaucoup trop. Le prochain thème. Alors, je vais vous donner un indice. Ah, Donc voilà. Et donc, on se Bon dit. indice. Très très bon. Alors, peut-être dans 2 semaines, on se dit qu'on va peut-être faire une pause entre chaque thème. Mais on verra au niveau ce qui nous arrange mieux. Mais peut-être que pas d'épisode du coup la semaine prochaine et du coup le nouveau thème la semaine d'après. Ou si on a de l'avance, peut-être un épisode la semaine prochaine. On verra comment on est ici là, mais Tout à c'est pas fait. sûr. À la semaine prochaine. Salut.